Yaolana tout le monde, c'est Eric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière parce que c'est une conversation avec un écrivain, une personne remarquable du nom de Barbara Laffé. Peut-être que certains d'entre vous connaissez Barbara, je l'ai évoqué dans ma dernière vidéo. Barbara a écrit un livre autour de la thématique, entre autres, du deuil, mais nous allons en parler plus amplement. Et c'est donc avec joie que je fais cette petite vidéo, la précédente écrivain étant Marilyn Buessard l'an dernier. Vous savez que j'aime bien échanger avec des personnes qui m'inspirent. Et j'ai eu la chance de rencontrer Barbara par le biais des vidéos, qui m'a adorablement offert son livre que je vous présente et que je vais faire apparaître à l'écran. Donc, Barbara, ravie de papoter avec toi aujourd'hui. Bonjour Eric, merci pour ton invitation, je suis très touchée. Mais merci à toi. Alors, il faut savoir que avant de lancer la vidéo, on a bien rigolé. Barbara et moi, on commence à se connaître un petit peu. Du coup, il est possible que durant cet échange, il y ait des crises de rire. C'est normal. On n'a pas trop l'habitude encore de ce genre d'échange, en fait. En tout cas, donc Barbara, est-ce que tu veux présenter ton livre ou tu veux que j'en fasse un petit débrief moi-même et que tu en parles ensuite, hein? Je veux bien qu'on fasse un débrief. Tu veux bien que je fasse un débrief, c'est ça? Avec ton énergie, je pense que ce sera assez chouette. Alors, le titre de l'ouvrage de Barbara, c'est Et pourtant, maman n'était pas un ange, une hôtesse de l'air en contact avec l'au-delà. Donc, c'est autobiographique. Barbara est donc hôtesse de l'air qui voyage loin. Tu es dans le long courrier, ce qui pour moi est Bon. vraiment important parce que tu as une énergie du voyage très prégnante en toi. Donc, l'histoire de Barbara est très axée, en fait, elle est axée autour de qui elle est. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle parle de son rapport à l'autre monde, au monde des esprits, au monde du divin. Il est aussi axé sur une expérience terrestre. Donc, s'il y a cette corrélation entre finalement cette intimité spirituelle et ton rapport à la mort qui décrit, tu racontes finalement le départ, la transition de ta maman. On va dire que c'est la grande artère, l'accompagnement de ta maman. Et dans cette conscience-là, en fait, aussi bien d'ailleurs du côté de ta maman que de toi-même, ta maman qui était tout de même réceptive à ce qui peut se passer de l'autre côté. Et tout un tas d'anecdotes, du coup, sur cette histoire, sur le départ de la maman de Barbara, comment elle l'a vécu, mais aussi tout le processus de deuil qui en découle. Et pour moi, c'était très fort parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté personnellement, la notion de deuil, et particulièrement au moment où j'ai lu le livre de Barbara, donc qui m'a beaucoup accompagné. Et je pense qu'il accompagne beaucoup de personnes parce que tu oses parler de l'exploration de nos émotions les plus sombres aussi. Et qui est pour moi un piège quand nous sommes dans la spiritualité. On veut viser une espèce de perfection, d'incarner un bien-être en toutes circonstances. Et tu nous montres cet aspect purement humain et comment on met de la lumière dans cet aspect-là. Voilà. C'est tout ce que j'ai envie de dire en termes de débrief, mais bien entendu, nous allons développer tout ça. Donc, est-ce que ça te va comme présentation? Bah, moi, j'ai plutôt envie de t'embaucher. Tu fais quoi les prochains mois? J'aimerais bien avoir un accompagnement comme toi. Tu es coquine. Alors, du coup, je vais peut-être te poser des questions, parce que là, je ressens. Alors, il faut savoir qu'on n'a rien préparé avec Barbara, et là-dessus, on est tout à fait d'accord, on aime bien quand c'est spontané, puis c'est aussi la thématique de ce livre, l'élan du cœur. Donc, c'est un échange absolument spontané, les questions vont venir, et d'ailleurs, toi aussi. Je l'appelle pas interview, mais conversation, parce que autant j'ai vraiment envie qu'on parle de toi, autant je ressens que c'est contrairement à d'autres interviews que Barbara a faites, que vous pourrez trouver entre autres sur YouTube, là on parle, comment dire? On n'est pas dans la simple présentation de cet ouvrage, mais on est aussi dans l'échange amical que Barbara et moi partageons. Donc, c'est plus, une conversation autour d'un bon thé, on va dire, qu'on a envie de Le mug est là. partager. Bon, Voilà. moi aussi. Voilà. Donc, écoute, je te propose, je commence par des questions, mais surtout, toi, tu te sens libre, hein, on papote. Tu me dis ce que tu as envie de dire quand tu as envie de le dire. Alors, la première chose, c'est
par rapport aux personnes donc qui ne te connaissent pas, on va faire comme si, on ne te connaissait pas. Cette histoire de ressenti, de connexion à ta spiritualité, à l'autre monde, aux esprits, c'est quelque chose que tu portes depuis toujours ou ça a été un déclic en lien à des expériences ou des membres de ta famille? Ça a toujours été là depuis toute petite, mais je ne savais pas que tout le monde ne connaissait pas ces expériences-là. Pour moi, c'était quelque chose de commun et voilà, donc c'est mon quotidien depuis toujours en fait. Et dans ta famille, d'autres personnes y étaient réceptives? Ma maman, ça je D'accord, l'ai su à l'adolescence, ma maman voyait sa mère au pied de son lit une fois que sa maman était morte, mais elle sentait les choses, elle sentait les gens, les énergies, et elle m'a dit que sa mère était pareille en fait. Donc apparemment, ce serait peut-être une transmission de femme à femme, mais comme on était une famille assez réservée, très pudique, bah, je ne sais pas ce que les hommes ont vécu. Je d'accord. l'ignore. Oui, parce que c'est vrai, on le ressent fortement, en tout cas dans ton ouvrage, que, que la présence des femmes est quelque chose de très fort. Il y a vraiment cette lignée de femmes qui portent un savoir, et qui se le transmettent, Il y a une notion de clan, je trouve, qui est très fort. En tout cas, Oui, dans ce qui se oui. dégage, Et même dans la conception du livre, en fait, je cherchais quelqu'un au-dessus de moi pour avoir un regard bienveillant pendant l'écriture pour me guider, parce qu'il faut savoir que moi, je n'avais jamais écrit de livre auparavant, mais j'étais sûre qu'il fallait que j'écrive celui-là. J'étais guidée, accompagnée. Et le mentor que j'ai trouvé s'est avéré être une femme. mmh, Quand il a fallu trouver l'éditeur, à nouveau, c'était une femme. Donc j'ai l'impression qu'il y a un amour bienveillant, maternel et féminin autour de cette conception de ce bébé qui est né le 18 août dernier. C'est très étonnant. et d'ailleurs, on peut spécifier que cette marraine est Natacha Calestrémé. voilà, Ouais, j'ai beaucoup de chance. on peut le préciser parce que j'en avais parlé lors des vidéos et puis autour de moi, beaucoup de personnes apprécient beaucoup le travail de Natacha aussi. Donc, c'est aussi une belle synchronicité en tout cas. Surtout que le livre, petite précision, Mmh. c'est très discret sur la couverture, mais le livre, et pourtant Maman n'était pas un ange, fait partie de sa collection qui s'appelle Transformation intérieure, D'accord, qui est éditée chez Exergue. d'accord. Mmh. Et alors du coup, tu me dis, OK, tu as vécu, tu finalement, c'est un regard sur la vie que tu portes depuis toujours et c'est ce Ouais. que je trouve très intéressant, pareillement, encore une par rapport à la notion de spiritualité. Mmh. Heu, je rencontre beaucoup de personnes qui semblent s'éveiller à ces choses-là et finalement dont la problématique est: comment concilier ça avec ma vie matérielle, avec la vie dite terre à terre? Et c'est ce que j'aime beaucoup, beaucoup dans ton approche et dans laquelle je m'identifie également, c'est que finalement notre spiritualité, c'est une partie de nous, c'est Mmh. un instinct que nous avons et qui s'imbrique merveilleusement avec notre vie terrestre en fait, que les 2 sont Mais on en a parlé, toi et moi, en fait, on est complet quand la spiritualité fait partie de notre vie. Si elle n'est pas là, c'est comme si on nous coupait une jambe ou un bras, donc on se sent bancal, ça ne va pas. Et dès qu'on la laisse prendre toute la place, elle n'empiète pas sur le monde matériel, sur le concret. J'ai envie de dire même qu'elle le sublime. mmh, Cette magie de la vie qui d'un seul coup saupoudre notre quotidien de jolis petits clins d'œil, des petits signes. Voilà, c'est moi quand je t'ai découvert il y a 4 ans, je me souviens, je faisais partie d'un groupe sur Facebook pour m'éveiller à l'astrologie, et, et quelqu'un a posté une de tes vidéos, les conseils angéliques. Et immédiatement, j'ai senti quelque chose et j'étais troublée parce qu'il y a 4 ans, ma maman était déjà mal en point, donc je me disais, c'est étonnant cette connexion que j'ai avec lui, mais bon, on se trouve des connexions avec tout le monde maintenant, donc j'étais très prudente. Et naturellement, la vie me ramenait à toi à travers tes vidéos, à travers des choses que tu disais. Le lien se faisait plus fort de mon côté et je me suis dit, allez, je tente. Et je t'ai envoyé un premier message et j'étais à Los Angeles, je me souviens, et tu traversais un moment qui n'était pas évident. Je me suis dit, je vais lui envoyer plein de belles énergies californiennes, ce que moi je ressens, cette connexion à la nature, à l'univers. Et puis, bah, je ne sais pas ce qui s'est passé, tu as eu la gentillesse de me répondre.
ça a pris quand même, je pense, une bonne année avant qu'on commence à se parler, parce qu'on ne sait jamais, hein, je veux dire sur internet, maintenant, il y a tout et n'importe C'est ça. quoi. Et en fait, on a commencé à partager notre expérience de la spiritualité, nos ressentis. Je t'ai parlé du livre et voilà. Et ça aussi, c'est drôle parce que c'était bien le moment. Quand j'ai reçu ton premier message, il me semble avoir répondu. Je crois que je Ouais, t'avais pas répondu tout de suite. Et puis à un moment donné, effectivement, en plus, à un moment où je n'allais vraiment pas bien, j'ai revu ce mail, je me suis dit, tiens, j'ai pas répondu. Et c'est là, voilà, que tout s'est enchaîné, que tu m'as envoyé ton livre et que j'ai lu comme par hasard à un moment où j'en avais le plus besoin. Et ça, je crois que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, mais j'ai des synchronicités avec les livres ou les films quand je ouais. ressens que c'est le moment, je vis le truc totalement parce que ça m'apporte des réponses. Donc, je trouve que c'est magique cet aspect-là. Et je Ouais, te remercie d'ailleurs pour d'avoir eu ce courage en fait aussi de me contacter parce qu'on n'a pas forcément envie de contacter une personne qu'on ne connaît pas. C'est quand même une démarche. On sort de notre zone de confort et je le vis aussi. Donc là, c'était dans ce sens-là, mais je comprends très bien cet élan-là en fait. beh, c'est impressionnant en fait, hein, tu sais? C'est un peu comme si tu te disais: «Mais est-ce qu'il va me répondre? Est-ce qu'il va prendre mon message en considération? Parce que qui je suis pour oser, aller à sa rencontre?» Et puis en fait, je me suis dit: «J'ai rien à perdre». Moi, je communique avec mon cœur. Je le fais parce que vraiment je sens un élan de mon cœur, vis-à-vis de cet homme et on a quelque chose en commun, j'en suis sûre. Et voilà, et il se trouve que c'était vrai, que la magie était là et quand on discute maintenant, oui, il y a une connexion et heu et moi je dis merci à mes guides de m'avoir donné le courage de te contacter parce que nos échanges m'apportent beaucoup et puis là, du coup, tu me fais un cadeau magnifique, en Mais toi parlant du aussi. livre. Mais alors justement, on va quand même papoter parce que là, c'est vrai, on papote beaucoup de notre relation entre guillemets. Mais c'est vrai que à la base, bon, moi, je connais très bien ton livre. Je l'ai terminé il y a une dizaine de jours. Et maintenant, c'est vrai, pour vous qui nous regardez, on va parler peut-être un peu plus en profondeur de ce livre parce qu'il se passe quand même des choses fortes. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'y vois quand même des portes. Je sais que ma mère a lu ce livre, je t'en ai même parlé, et ma maman était surprise parce que finalement, elle s'attendait à avoir plus de réponses sur des clés, comment on parle avec l'autre monde, ce genre de choses. Alors qu'en fait, c'est pas le but, hein, c'est pas le but de ton histoire. C'est vraiment pour moi de parler avec authenticité. En fait, tu inspires par ton authenticité et tu racontes des choses que des gens ne penseraient pas raconter, pensant qu'elles ne sont pas importantes. Alors qu'en fait, c'est cette êtreté, cette simplicité dont nous avons besoin aujourd'hui. Donc, pour l'histoire à proprement parler, ta maman, et ce qui est intéressant, il y avait une relation très fusionnelle entre ta maman et toi. Ta maman avait tendance à avoir des choses assez graves en termes de santé dès lors que tu t'éloignais un peu trop d'elle, c'est bien ça? Oui, Et donc un jeu psychologique pas forcément évident pour toi, de culpabilité, souvent des retours de vol compliqués. bien Vite, sûr. je veux retrouver maman. Voilà. Sauf que, à un moment donné, tes guides, alors je me rappelle plus, ce sont tes grands-parents, sont venus Mon t'alerter. arrière-grand-mère, c'est mon arrière-grand-mère qui vient, mes grands-parents viendront après, oui. Alors, ton arrière-grand-mère qui vient pour te dire, en fait, te prévenir qu'il faut que ta maman fasse attention à elle. C'est ça? Exactement. Hem, un jour, voilà, je rentre de vol, je suis épuisée parce que c'était un vol de nuit, on dort très peu sur les vols retour et je me couche et je me dis: «Ah là là, à moi la bonne nuit de sommeil, ça y est» et là, je vois mon arrière-grand-mère à côté de moi. Il faut savoir que je ne l'ai jamais rencontrée, elle est morte avant ma naissance. Je ne l'ai vue qu'en photo, et je la reconnais grâce aux photos et je me dis: «Est-ce que j'hallucine? Je suis vraiment crevée, c'est dingue», sur le coup, je suis comme tout le monde, hein, c'est ça Mmh. qu'il faut comprendre. Je suis pas différente des autres, même si j'ai l'habitude, je suis toujours surprise par une apparition parce qu'elle arrive sans prévenir et donc je la regarde et j'entends distinctement dans ma tête, parce que ça n'est pas une voix qui résonne dans ma chambre, hein, c'est vraiment dans ma tête, c'est de la télépathie. Cette voix me dit, «Écoute Barbara, il faut que tu préviennes ta mère qu'il faut qu'elle change, sa façon de se nourrir parce que sinon là, on va droit dans le mur, ça va être la catastrophe».
Il faut savoir qu'à l'époque, ma mère est diabétique de type 2 et qu'en effet, si elle ne suit pas un régime alimentaire strict, vu qu'elle est sous insuline aussi, ben, ça risque d'être très, très grave. Et là, je me dis, le message est réel parce que je ne suis pas en train de penser à ma mère, je pensais juste à dormir. Loin de moi l'idée de penser à son régime alimentaire, il est 23 heures. Et donc voilà, c'est comme si d'un seul coup, toutes les lumières se rallument dans ma tête et il y a les warnings qui sont là, attention, attention, faut faire quelque chose. Donc évidemment, pas à cette heure-là. Et pendant près d'une semaine, je réfléchis, je me dis comment je vais faire? Comment je vais dire à ma mère, même si c'est un sujet qui lui est familier, les défunts qui apparaissent, mais comment je vais lui dire, au fait, ta grand-mère est venue me voir. Elle m'a dit que tu suivais pas vraiment ton régime alimentaire. C'est quoi cette histoire? C'est particulier quand même. Mmh. Et puis pourtant, bah voilà, j'ai osé et la réaction de ma mère a été juste hallucinante parce que elle a pas du tout été étonnée. Au contraire, elle me dit: «Ah mais tu as de la chance qu'elle soit venue te voir. Je l'aimais tellement, on s'entendait bien, elle était gentille avec moi» et là je fais: «Ah ouais, OK». Il y a vraiment quelque chose et le message, bah, il est passé par la bonne personne. En fait, c'était vraiment cette arrière-grand-mère qui devait, me parler et pas quelqu'un d'autre pour que ma mère entende. D'accord. Si tant est qu'elle ait écouté le message, parce qu'elle était hyper gourmande. Voilà, Et ça puis j'en parle voilà, aussi. ce qui s'en est malgré tout suivi, c'est que derrière ça, il y a eu encore d'autres hauts et bas en termes de santé. Oui, exactement et ce que tu disais, je Oui, rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. En fait, ma maman n'a pas reçu l'amour maternel dont elle avait besoin quand elle était petite, donc il y avait une véritable carence et d'accord. c'était une faille en elle. Une faille dans son cœur, une faille énergétique qui faisait qu'elle était tout le temps en manque de quelque chose, donc elle a compensé un peu par la nourriture dans les dernières années. Mais avec moi, en tout cas, c'était une relation où elle cherchait, depuis que j'étais toute petite, à recevoir plus d'amour avec moi en me considérant comme sa sauveuse. Mmh. Puisque le divorce d'avec mon père, quand j'avais 8 ans, elle m'a dit c'est grâce à toi. Sauf que c'est pas vrai. C'est pas une enfant de 8 ans qui permet aux parents de divorcer. Et puis après, bah, elle tombait gravement malade Mmh. pour attirer mon attention, pour que je m'occupe d'elle et que je me dévoue corps et âme. Parce qu'évidemment, moi, j'avais qu'une peur, c'était que ma mère disparaisse. Et donc, c'était un rapport de chantage affectif dont je n'avais pas forcément conscience au début, parce que j'étais vraiment en panique totale. Et puis, ben, les problèmes de santé étant récurrents, là, je me suis dit, il y a quelque chose à comprendre. Mmh. Et comme je m'intéressais moi moi-même à la spiritualité pour me comprendre, je lisais pas mal de bouquins. Il faut comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas cette ouverture sur la spiritualité, sur l'ésotérisme. Si on allait dans une librairie, le rayon, il était quand même très limité. Internet n'en était qu'à ses balbutiements et donc ben, on ne trouvait pas grand-chose non plus, puis on nous prenait pour des farfelus. Mmh. Donc voilà, c'était pas facile. Et en m'interrogeant sur moi et en lisant pas mal de bouquins, dont j'allais dire celui, mais non, ceux de Boris Cyrulnik, que j'ai tous lus, j'ai compris qu'en fait, ma mère était une petite fille en souffrance depuis toujours et qu'elle avait besoin d'attention et de beaucoup d'amour. Et c'est vrai que ce rapport-là à ta maman était, comment dire? C'est très étonnant parce que tu expliques, finalement qu'autour de sa mort, de son départ après, ça t'a permis de trouver une forme de liberté. D'ailleurs, ta relation à ta maman, j'ai envie de dire qu'elle a changé, même après son départ, comme s'il y avait encore plus de compréhension dans votre lien d'amour. Mais c'est exactement ça, tu as très bien compris le propos du livre. Auparavant, tant qu'elle était vivante, même s'il y avait énormément d'amour et une relation qui pouvait être très très belle, mais vraiment déséquilibrée, parce qu'on ne demande pas à son enfant d'être son parent. Mmh. Là, que les choses soient claires. Qu'un enfant prenne soin de ses parents, c'est normal, mais on ne se substitue pas à leur rôle de parent. Ça ne marche pas comme ça dans la vie. Sinon, ça crée des problèmes de santé chez l'un et chez l'autre, parce que les émotions ne sont pas écoutées et voilà, et les symptômes apparaissent. Mais en tout cas, oui, je n'avais pas ma liberté et Mmh. je pense que je l'ai cherchée au travers de ce métier
d'hôtesse de l'air. Et j'adore partir, j'adore revenir aussi. Mais cette soif d'aller à la rencontre de l'inconnu, c'était fabuleux. Et elle me rappelait, elle me raccrochait. Quand elle a eu son téléphone portable, bah, c'était une chaîne de plus à mes pieds. Et en fait, quand elle a décidé de partir, parce elle souffrait énormément physiquement. Et puis elle a Euh, choisi d'arrêter ses traitements à un moment donné parce qu'elle en souffrait trop. et oui, et en fait, c'est un cercle vicieux aussi parce que Mmh. quand on prend des traitements, parfois on a des effets secondaires terribles, ce qui était son cas. Et quand on arrête des traitements, ben, il Non. y a d'autres effets encore qui apparaissent et c'est à nouveau une énorme souffrance. Mais en tout cas, elle a décidé de partir. Moi, je l'ai accompagnée. Mais ce cadeau incroyable qu'elle m'a fait, quoi, c'est en partant, elle me libère. Toutes les chaînes disparaissent et je suis absolument, définitivement libre d'être qui je suis, de faire ce que je veux sans limite. Ça, je m'en étais pas rendu compte qu'il y avait un tel manque et et que la liberté, c'était aussi génial en fait. La liberté, c'est oser t'envoyer un message alors qu'avant, j'aurais été un peu craintive. C'est oser commencer à écrire un livre alors que j'ai jamais écrit de livre. Mais voilà, j'ai tenté le coup et ça marche, c'est super. Ça marche pas, c'est pas grave parce qu'au moins j'ai essayé. Et ça, c'était sensationnel. Et comme tu le dis, aujourd'hui, ma maman est là. Mmh. Autrement, évidemment, mais elle est là et je la sens, je sens son odeur, l'odeur de sa peau, parfois c'est son parfum. Et c'est des petits clins d'œil avec des musiques, quand je mets la radio ou dans un film, d'un seul coup, un personnage porte son prénom alors que son prénom n'est pas commun. Et voilà, et c'est plein de petites choses et ça me touche tellement et elle ne m'apporte que le meilleur aujourd'hui. Elle ne m'envahit plus, elle me témoigne beaucoup d'amour, mais avec délicatesse, sauf quand je demande et que je suis en manque et que là, je sens qu'elle est pleinement là. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est un ange pour moi maintenant, vraiment. Ah, c'est magnifique et ça me résonne particulièrement dans mon histoire personnelle avec ma grand-mère, la mère de ma mère qui était quelqu'un, d'assez dur, en fait, au niveau de son incarnation, avec qui j'avais pas spécialement d'affinité. Et le jour de sa mort, sur ma fenêtre de cuisine, enfin le jour de l'enterrement, il y avait une mésange qui n'a pas bougé. Et je me dis: une mésange, mésange». Et à ce moment-là, il y a eu une connexion et c'est une personne avec qui j'ai un échange magnifique depuis qu'elle est de l'autre côté. Comme si tout un tas de problématiques terrestres se dissipent. Mais ce que je trouve, super en plus dans ce que tu dis, comme quoi c'est génial la spontanéité, c'est que tu illustres en plus complètement ce qui est en train de se passer actuellement, hem, quelque part dans un processus d'accompagnement. Quand ta maman a, refusé de continuer le traitement, pour toi, il y a automatiquement une notion de compte à rebours et ça, Ah, c'est très, très compliqué à vivre pour beaucoup d'entre nous quand on sait qu'une séparation est imminente. Voilà, c'est violent, ça nous hante littéralement et bah, mais ce qui est intéressant par rapport à ce que nous vivons, je trouve, c'est qu'actuellement, on nous demande ça finalement, on nous demande des séparations par rapport à des schémas de pensée ou à des situations et on s'agrippe finalement à notre souffrance parce qu'on a tellement peur de l'immensité de l'inconnu. J'ai presque envie de dire l'immensité du bonheur qui nous attend, puisqu'en lâchant une souffrance, automatiquement, on se dirige vers plus de bonheur. Donc ton livre, je trouve qu'il est particulièrement d'actualité. Ça va au-delà d'un simple deuil, d'un être humain, ça va carrément c'est un élan de liberté, j'ai envie de dire, cet ah, ouvrage. ouais, ouais, c'est ça. Et, et surtout, pour revenir à l'accompagnement des Mmh, personnes qui vont partir, on sait qu'elles vont partir. ouais, euh, Dans le livre, je voulais vraiment montrer toute la souffrance de ceux qui accompagnent. Parce que oui, ceux qui vont partir, c'est terrible. Ils sont dans une souffrance physique, psychologique aussi. oui, Dire au revoir aux gens qu'on aime physiquement, c'est très très dur pour eux aussi. Parce que après, même s'ils sont là, on n'a plus ce contact physique qui est tellement important. Mais ceux qui accompagnent, l'émotion est là, hein, j'en bafouille, euh, ont beaucoup de courage. Et moi, à travers le livre, je voulais aussi leur rendre hommage et mettre en lumière leurs souffrances à eux, leurs difficultés au pluriel, mmh. parce qu'ils ont leur vie de tous les jours. Il y a des enfants à gérer, un conjoint, du travail, les contingences de la vie normale. Et pourtant, ils sont là et ils donnent
tout leur amour, tout leur soutien. Ils font leur maximum. Et j'ai vraiment envie qu'ils prennent conscience qu'ils sont très importants eux aussi et qu'ils comptent. Ils comptent vraiment. Et ce qui est formidable, c'est qu'après, tout ce qu'on donne de leur vivant, ceux qui sont partis nous le rendent autrement. Il y a plein de gens, des lecteurs, qui m'ont fait le cadeau de me contacter. Mmh. J'ai une page Facebook, Mmh. Barbara Lafay-officielle. Je n'ai pas encore l'habitude des réseaux sociaux, mais ça vient. Et sur cette page, en fait, les gens peuvent me contacter. Euh, et en fait, certains témoignent d'expériences absolument bouleversantes. Ils me font cette confiance de venir à moi et on échange, parce que je prends le temps de répondre aux gens et de leur dire à quel point leur cœur est généreux et beau. Et ils ont une lumière en eux. Et cette lumière, même si elle est devenue toute petite, ils n'arrivent plus à la voir, elle est toujours là. Et j'essaye de leur montrer, de leur expliquer, comme dans le livre, mais de façon plus personnelle pour le coup, que les gens qu'ils aiment et qui ne sont plus des êtres humains, mais qui sont devenus des esprits, des fantômes, des entités, je ne sais pas comment ils veulent les appeler, mais ils sont là pour eux. Ils leur envoient parfois des signes où ils leur facilitent la vie. Et, et certains me disent, mais je ne vois pas les signes, je ne vois pas les signes. Et moi, je leur dis, écoutez, il n'y a pas de mode d'emploi très compliqué. En fait, souvenez-vous quand vous étiez enfant, vous étiez capable de vous émerveiller d'absolument tout et vous étiez capable de voir tellement de choses incroyables dans la vie. Vous étiez en lien direct avec la magie de la vie. Et je leur dis, regardez ça maintenant au fond de votre cœur, retrouvez votre enfant intérieur, soyez dans cette attitude de tous les possibles. Et il y a une dame c'était un des premiers messages que j'ai reçus, cette dame a 72 ans, elle a accompagné son fils. Donc ça, c'est une épreuve qui est terrible, parce que ce n'est pas dans l'ordre des choses. Et elle m'a dit que ça avait été extrêmement douloureux, compliqué entre eux. Et là, elle attendait des signes de la part de son fils, elle n'en voyait pas. Et je lui ai dit ce que je viens d'expliquer là, et une semaine après, elle m'envoie une photo. Et les avions avaient tracé un Y dans le ciel, et il y avait les immeubles en dessous qui étaient éclairés parce que c'était la fin de journée, donc on voyait les lumières des appartements. Et elle me dit, mon frère s'appelait Yann. Mon frère. C'est intéressant comme lapsus. Elle me dit, ouais, s'il y a lapsus, c'est qu'il y a quelque chose. Il faudra que j'en parle à cette dame. Mais en tout cas, elle me dit, mon fils s'appelait Yann. Et le Y dans le ciel, elle me dit, je l'ai pris comme un cadeau. Et j'ai regardé la photo et je lui ai renvoyé un message. Je lui ai dit, regardez bien en dessous, les lumières des appartements ressemblent au Christ en croix qui domine Rio. Elle me dit, oh, mais oui, j'avais pas remarqué. Vous voyez, c'est ça quand je dis vous, c'est que là, j'ai envie de parler aux gens qui nous écoutent, Eric, et qui nous regardent. C'est parfois, on ne voit pas la beauté des signes qui nous sont envoyés et qui sont d'une simplicité déconcertante. On s'attend, tu sais, toujours à quelque chose d'incroyable, de magique, de magique dans le sens impossible. Oui. Mais en fait, non. En fait, non, c'est tellement simple. Mais j'ai envie de comment te dire? De rajouter que ce genre de signes simples, en fait, ils sont puissants parce qu'au moment où on les voit, il se passe un truc en nous. Il y a une espèce de ça nous remplit d'une émotion hyper agréable, en fait et là, on se rend compte: «Ah, c'est pas juste un C'est truc». ça. Tu vois, on m'a demandé récemment, mais des signes, si on veut, on en voit partout. Mais je confirme, oui, on en voit partout. Si le mental prend le relais, lui, il est dans son rôle de mental, donc il bosse, hein. Des signes, il les trouve, il est content. Ouais, elle m'a demandé des signes. Wouh, je les trouve. Sauf que non. Et c'est exactement ce que tu dis. Les signes, moi, ce matin, je savais donc, on avait rendez-vous pour cette interview et enfin cette conversation. J'ai mis la radio et il y a une musique qui est passée. Cette musique, c'est une musique voilà, qui me fait penser à ma maman. Et là, j'ai regardé le plafond et j'ai dit merci maman, je sais que tu es là, que tu vas nous accompagner aujourd'hui. Mais oui et d'ailleurs, j'ai envie de saluer ta maman que je ressens bien, comme on se disait, que je connais Ouais. pas du coup, mais pour qui j'ai une profonde affection. Bah, merci parce que moi, je ressens qu'elle a une affection pour toi qui est incroyable.
Et alors, il y a 2 trucs, aussi qui sont importants. Enfin, déjà, bon, tu connais mon amour des animaux, toi, c'est pareil. Oui. Vous êtes une famille un peu chat. Donc quelle Ah ouais. histoire j'ai envie que tu racontes la petite histoire de Grosse Pupus lors de Oui. son départ et parce que c'est incroyable, ça mérite d'être encore raconté, je trouve. Ouais, c'est quelque chose que j'ai expérimenté qui était inédit pour moi. Mmh. Comme tu le dis, on est une famille, très chat, ça c'est clair. Je crois que j'ai toujours eu des animaux et à une époque, on avait une grande terrasse, on avait des souris, ça va te plaire. On avait des souris, on avait des cochons d'Inde, des hamsters, il y avait un chien, enfin c'était, presque l'arche de Noé et on en parlait, on prenait soin des animaux d'abord et après on s'occupait de nous. Parce que voilà, il y avait beaucoup, beaucoup d'amour pour eux et cette grosse pupusse à la base s'appelait Tisha Mmh. et en fait non, ma mère l'a rebaptisée Grosse Pupusse immédiatement, c'était comme ça et elles avaient un lien, pour le coup, qui était incroyable. Pour la petite anecdote, on est allé chez un vétérinaire voir s'il y avait des chatons à adopter. Voilà. Et il y avait plein de petits chatons. Et il y avait cette petite chatte qui était là et qui se tenait, tu sais, comme les chats égyptiens. Elle était très sage, elle bougeait pas et elle fixait ma mère droit dans les yeux. Et ma mère me dit, ouais, je sais pas. Je lui dis, je crois que tu as rendez-vous avec elle. Parce qu'elle, elle te fixe et elle t'a reconnu. Et j'ai vraiment l'impression qu'entre les animaux et nous, c'est ça. Il y a vraiment ce sentiment de reconnaissance, de reconnexion incroyable. Et donc, elles ont vécu ensemble pendant 13 ans. Ça a été un amour quasi exclusif puisque cette chatte ne voulait voir et n'aimait que ma mère. Moi, j'avais de temps en temps des petits câlins, mais c'était un peu pour Noël et pour le Nouvel An, hein, sinon ça s'arrêtait là. Cadeau! Voilà, mais quand ma mère a commencé à décliner sérieusement les 6 derniers mois, la chatte évidemment souffrait avec elle et l'accompagnait de son mieux. Elle se collait à elle dans le lit, elle lui apportait tout l'amour qu'elle pouvait et ma mère en était profondément reconnaissante. Mmh. Vraiment, et elle m'a dit: «Je vais mourir bientôt, si tu ne trouves pas une dame qui voilà, ou quelqu'un», je dis une dame parce que ma mère transposait Oui. ça sur une dame un peu âgée qui pourrait la couver, prendre Mmh. soin d'elle après son départ. Elle me dit: Je pense qu'elle ne me survivra pas, donc fais attention à elle, surveille-la et s'il faut, bah, elle partira, juste après moi». Là, j'en parle, mais à l'époque, c'était, Bah, très dans les violent. larmes, c'était affreux, hein. C'est terrible et puis, ben, ma mère est morte, comme prévu et moi, j'étais dans un chagrin qui était tellement immense et dans un déni aussi parce que j'étais dans une phase de deuil qui, voilà, qui est le déni Oui. et tout simplement, une des premières phases et je n'ai pas vu sur le moment, les premières semaines, que, la grosse pupusse allait très, très mal. Je voyais qu'elle était malheureuse, qu'elle souffrait. Je venais tous les jours. Elle Alors, il était faut dans juste préciser que tu ne pouvais pas la prendre parce que toi-même tu as un chat et que les 2 n'étaient pas compatibles. Pour ceux et celles qui se poseraient la question: «Et pourquoi elle a pas pris le chat?» Là, il y avait réelle impossibilité en appartement. parce que j'ai demandé en plus à la vétérinaire qui connaît ma petite frimousse et qui connaissait la grosse pupusse, je lui ai dit: «Bah, je la prends à la maison» et elle me dit: «Mais certainement pas. Elle vient déjà de perdre sa maîtresse, si vous l'enlevez de son environnement immédiatement comme ça brutalement, chez vous, ça va être un carnage parce qu'elle va être effrayée, elle va s'en prendre à la vôtre». Enfin, donc c'était, une vraie torture, hein. Ça, c'était clair et net et je vidais l'appartement de ma maman, mais j'ai conservé la cuisine et la chambre de ma maman où la grosse pupusse dormait tout le temps. Je les ai conservées en l'état le plus longtemps possible pour qu'elle ait quand même, bah, des repères. Mmh. Mais voilà et c'était très, très dur et à un moment donné, j'avais aucune solution, de garde pour elle parce qu'évidemment un chat qui a déjà 13 ans, qui est, associable, qui oui, qui les gens n'en veulent pas en fait. Mmh. C'est vous savez, c'est je dis «vous» parce que voilà, je Oui. parle à tout le monde encore, hein. Ne vous étonnez pas, ceux qui nous regardez, qui nous font ce plaisir. Hem, c'est comme pour les êtres humains. Mmh. Quand vous êtes, un animal à problème, ben, on vous met de côté. Mmh. Voilà, on vous prend pas parce qu'on veut pas de vous. C'est tout, on vous rejette et là, bah, c'est ce qui s'est passé.
Je suis allée sur des associations, j'en ai fait plein. Enfin bon, je passe tous les détails. Personne n'a voulu d'elle. Et 3 semaines après la mort de ma maman, la vétérinaire m'a dit: «Amenez-la, on va voir comment elle va». Et en fait, elle a eu raison de me demander ça. Je lui ai amenée et c'est comme si la chatte sentait qu'il allait se passer quelque chose d'important. Elle hurlait à la mort, elle m'avait jamais fait ça, jamais. Et moi, je pleurais sur le trajet et tout et on arrive chez la vétérinaire et la vétérinaire me dit: «Mais Barbara, elle est en train de se laisser mourir». Et moi, je fais: «Mais non, elle mange, elle boit, je vois bien quoi, tout est Mmh. normal, elle fait ses besoins, elle est pas malade». Je voulais pas voir, j'étais dans le déni, même pour elle, parce que déjà, perdre ma mère, c'était l'horreur, mais si en plus il fallait que je la perde elle, même Mmh. si j'avais pas de solution, c'était trop, trop dur, parce que c'était mon dernier lien physique avec ma maman, en fait. Et il a fallu, ben, voilà, elle m'a dit: «Il y a pas 36 solutions, là, il faut vraiment l'aider à partir parce que pour elle, c'est atroce ce qu'elle vit». Et donc, ben, 3 semaines jour pour jour après le départ de ma maman, il a fallu euthanasier la grosse Pupus pour lui éviter de souffrir plus longtemps. Et moi, je l'ai accompagnée, elle lui a fait la première piqûre, je l'avais dans mes bras et je lui parle, je lui parle, je lui dis que je l'aime, qu'elle va retrouver maman et je ne comprends pas, la chatte se met, non pas à ronronner, parce que le ronronnement, c'est un phénomène naturel chez les chats qui exprime aussi bien du plaisir que de l'angoisse. Oui. Mais là, elle ronronnait pas, elle roucoulait. Mmh. Ceux qui ont des chats savent qu'ils roucoulent pour parler de temps en temps et ils ne font pas que miauler. Et, et je me dis, c'est étonnant, dès que je lui parle de ma mère, elle roucoule. Bizarre. La vétérinaire lui fait la deuxième piqûre qui, là, arrête le cœur. La première, donc, endort, la deuxième arrête le cœur et la vétérinaire se met à pleurer, son assistante se met à pleurer, moi c'était pareil et vraiment je la lâche pas quoi, jusqu'au bout je l'accompagne et je lui dis que je l'aime et je lui dis et tu vas retrouver maman, ça y est, maman t'attend parce que c'est vraiment ce que je ressentais. Et la chatte me répond. Mmh. Je fais, non, elle peut pas me répondre là, le cœur ne bat plus. Et pendant 2 minutes, la chatte me répond dès que je lui dis t'es contente, t'es avec maman. Et Et là, je pleure plus. Je me dis, mais c'est dingue, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, la vétérinaire se retourne. Je lui dis, écoutez, vous êtes sûr que ça marche, votre truc? Parce qu'elle est obèse quand même. La dose, c'était la bonne dose. et, et elle écoute et elle me dit, non, le cœur ne bat plus. Je suis désolée. Je pense que c'est l'émotion, c'est normal. Je lui fais confiance. Je lui dis, oui, vous avez raison, c'est ça. Et je continue à lui parler. Et là, elle me répond encore. Et c'était incroyable, Eric. Ça a duré 5 minutes. Mmh. La vétérinaire s'est retournée, je lui ai dit: «Écoutez, regardez quoi, c'est» et en fait, la vétérinaire assiste à notre échange alors que cette chatte est morte Mmh. et elle me dit elle s'est reculée de la table, elle fait: «Ah mais non! Ah non, non, moi je suis scientifique, hein, j'ai fait médecine, non, non, un chat qui est mort, il est mort, c'est bon», et puis j'ai fait: «Ben ouais, je veux bien, mais là, il se passe un truc, vous êtes d'accord?» Et elle m'a dit: «Ouais, ah ouais, ouais, il se passe un truc». Je fais: «Alors là, j'ai pas de mots pour qualifier ce que je suis en train de vivre avec vous là, mais je suis obligée d'admettre qu'il se passe quelque chose». Et en fait, je suis arrivée chez elle en pleurant toutes les larmes de mon corps. Je suis sortie de chez elle. Je pleurais de bonheur parce que je savais que la grosse Pupus était heureuse. Et je sors et là, dans la rue, au coin de la rue, qu'on a arpenté si souvent avec ma maman, je vois maman, 2 3 quarts, avec la chatte dans les bras. Elle me regarde et elle me dit merci. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi? C'est un moment de grâce. C'est voilà, les gens cartésiens, ils n'y croiront peut-être pas. Ceux qui nous regardent aujourd'hui comprennent parce qu'ils te connaissent, donc ils connaissent ce monde-là. Et pour moi, ça a été un signe tellement important. Et là, c'est un signe, en effet, parce que je ne m'y attendais pas. Comment j'aurais pu imaginer une scène pareille, tu vois? Et, et la grosse Pupus, bah, elle m'a fait signe chez moi. Elle est venue quelques fois, quelques rares fois. Mais
je la voyais passer ou alors je sentais qu'elle montait sur mon lit et là, c'était pas Frimousse. Frimousse fait 3,2 kg. La grosse puce, elle en faisait 10, tu vois? Donc c'est poum! Et plus, Mais c'est magnifique. C'est, cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, m'a fait vivre des moments absolument, magnifiques. et c'est, mais c'est comment te dire? C'est encore magnifique et tu dépeins encore une fois la différence entre les signes du mental et ce qui nous apparaît vraiment. Rien que sur ton visage, on ressent l'émotion que tu as ressentie quand tu as eu cette vision de ta maman et d'elle. Voilà. Ouais, ouais, En fait, c'est beau. Mais de savoir qu'elles sont réunies, hem, moi, je suis heureuse. Je suis heureuse pour elles 2 parce qu'elles s'aimaient tellement. C'est c'est chouette, quoi. Je suis vraiment contente pour elles. eh beh, oui, et moi aussi, en le lisant, en tout cas, j'en avais les larmes aux yeux. Je trouvais ça tellement beau. Finalement, c'est douloureux sur un aspect physique, mais quand tu ressens ces retrouvailles, c'est juste incroyable. Et tiens, c'est marrant parce qu'au moment où tu parlais d'elle, j'ai ma petite Ildine, ma petite rate qui est sortie de sa maison. Ah super! Et elle, c'est pareil, elle a souvent la visite, de l'autre puce qui est partie il y a 1 mois maintenant. Donc, non, c'est quelque chose qui est très fort. Et il y a une autre notion aussi, que je voulais évoquer avec toi, que tu parles un peu de la phase, post-décès. Il y a quelque Mmh. chose qui est assez fort, c'est là, on est dans quelque chose, on va dire, de plus terrestre. C'est cette Mmh. notion de se sentir incompris, un isolement, où finalement, toi, tu attendais qu'une chose et c'est un processus absolument humain, c'était de partir et de rejoindre ta mère et un besoin de Ouais. t'isoler du monde terrestre, des gens qui t'entouraient aussi quelque part. Et voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire à propos de cette phase-là de ta vie? Sur comment surtout, tu es revenu dans la vie toi aussi? Je croyais que j'étais prête au départ de ma maman. On avait tout calé avec elle, tout ce qui était administratif, voilà et ouais, je pensais vraiment que j'étais prête et j'ai compris que je l'étais pas, qu'on peut pas l'être. On sait que la personne qu'on aime à ce moment-là va s'en aller définitivement. On ne sait pas ce qu'il y a après. Le gouffre, il est abyssal. La noirceur, elle est encore plus noire que noire. On est confronté à ce vide absolu, parce qu'il y a le manque, parce qu'il y aura plus jamais le son de sa voix, son toucher, ses blagues, ses rires, parce que qu'est-ce qu'on a ri, mais qu'est-ce qu'on a ri, Eric, c'était incroyable, quoi. Et tout ça, c'est terrible et je me sentais incomprise parce que quand on est face au deuil, on est face à soi-même. L'autre n'est plus là, il y a plus cette interaction et être face à soi-même, c'est être face à sa souffrance et c'est intolérable parce que cette souffrance, elle est à vif tout le temps, elle s'arrête jamais. Les quelques moments de répit dans le sommeil, ils sont pas longs parce qu'il y a les cauchemars. Mmh. Pendant très longtemps, je revivais ce moment où je voyais ma mère qui était tombée, et qui est voilà, c'était le début de la fin et ça a été affreux et me voir dans cette souffrance tous les jours, c'était plus possible et je me suis dit, j'ai promis à ma mère d'être forte et de tenir. Je lui ai dit que ça irait. En fait, ça allait tant qu'il y avait des choses matérielles à faire, vider l'appartement, organiser, tout ce qu'il fallait pour les obsèques, oui, voilà, tout ça, ça maintient dans le quotidien, dans la vie, même si c'est terrible. Mais on est en pilote automatique et une fois que tout ça s'arrête, bah, il y a plus rien. Il y a plus rien parce que même faire les papiers, même si c'est pénible et que j'ai dû écrire des dizaines de fois, voilà: «Je voulais vous informer que madame, untel, est décédée le 8 mars 2018», ça me maintenait, dans ce lien avec elle, même si c'était un lien de souffrance. Je la faisais encore exister aux yeux du monde, à mes yeux et puis après plus rien et en fait, ce plus rien a été, terrible, terrible et j'ai pas eu la force et je me suis dit: «Je veux pas rester» parce qu'en plus, il y a ma petite Frimousse, qui m'a tellement aidée par son amour. Parce qu'un chat, c'est enfin, comme un chien, comme un n'importe quel animal, au quotidien, il vous accompagne, il sait que là, ça va vraiment plus du tout et il sait qu'il
il va falloir qu'il vous apporte beaucoup, beaucoup d'amour. Elle m'a tellement aidée, tellement, tellement, je ne pourrais jamais lui rendre tout ce qu'elle m'a donné à ce moment-là. Et malgré ça, malgré cet amour, je me suis dit, c'est trop dur, je ne vais pas y arriver. Ma vie a été très difficile sur de nombreux points pendant mes 44 premières années. Euh, ces 44 premières années s'achèvent avec la mort de ma mère. Et là, je me dis, ça suffit en fait. À quoi ça sert une vie comme ça? Pourquoi je suis là? Je ne voyais pas l'intérêt de ma présence sur Terre. Parce que je suis peut-être une idéaliste, je pensais que j'avais des choses à faire pour les autres, pour aider les autres, et je ne comprenais pas. Et j'en souffrais beaucoup. Même si je savais que la mort de ma mère serait un portail pour moi sur autre chose. Mais dans la souffrance, j'arrivais pas à aller voir ce portail qui était immense et qui était très lumineux, mais non, non. Je préférais rester avec les défunts, qui étaient très nombreux chez moi, pour m'accompagner. Aujourd'hui, je comprends qu'ils veillaient sur moi. À l'époque, je trouvais qu'on était trop nombreux dans un 2 pièces, qu'il fallait qu'ils s'en aillent. Mais en fait, ils avaient peur pour moi, certainement, parce que j'étais obstinée et j'avais vraiment décidé de me servir de mon mental pour me créer une maladie rapide, efficace. Et bam, je serais partie avant la fin de l'année. Et hop là, emballé, c'est pesé, plus de Barbara. Ça ne changera pas la face du monde, c'est très bien. Et vraiment, je l'ai pensé, mais de tout mon cœur. Et ça me mettait en joie de savoir que j'allais partir quand même, pour dire jusqu'où ça va. Hein. Mmh. Et cette situation n'était pas saine et je n'étais pas équilibrée ni dans ma tête, ni dans mon corps et surtout pas dans mon cœur à ce moment-là, je tiens à le préciser. Jusqu'au moment où les signes sont arrivés, je me réveille un matin et j'entends dans ma tête le mot kinésiologue. Je ne sais pas ce que c'est que la kinésiologie. Je dis ok, c'est bon. Je demande à un groupe Facebook, connaissez des kinésiologues Voilà, par curiosité, ça m'occupe. On me donne un nom, on m'en donne un deuxième. Quelques temps après, je pars en voyage pour Au mon travail Brésil? et Los Angeles. Ah, Los Angeles, L'autre- je croyais que c'était au Brésil, là. Non, non, là, c'était Los Angeles et je rencontre une collègue qui me dit est-ce que je peux discuter avec toi parce que je sens que tu es très connectée. Et moi, je me dis mais qu'est-ce qu'elle me veut? Je suis au 36e dessous, je ne vois pas du tout ce que je peux lui apporter. J'ai pas la sensation de lui avoir apporté quoi que ce soit à ce moment-là, mais elle me raconte son expérience et me dit il y a une kinésiologue qui m'a sauvé la vie parce que j'ai fait beaucoup de fausses couches. Je n'ai pas pu avoir d'enfant dans cette vie. Et la souffrance a été telle que j'ai voulu en mourir. Et cette kinésiologue m'a ramenée à la vie. Moi, je dis, waouh, formidable, j'étais heureuse pour elle. Et elle me donne le nom de cette kinésiologue et c'était le nom qu'on m'avait envoyé auparavant. Je me dis, tiens, bizarre. Puis avec le décalage horaire, je m'en fiche. Je me dis, tiens, je vais la contacter, je lui envoie un message, on va voir. Et elle me propose un rendez-vous en novembre et je me dis, je serai plus là. Trop tard, je serai plus là. C'est pas grave. Et puis je fais, ah voyez, au moins j'aurais essayé. C'est bon, les guides là, j'ai fait l'effort. Allez, salut. Et en fait, un quart d'heure après, la kinésiologue, malgré le décalage horaire, me renvoie un SMS pour me dire, j'ai un rendez-vous qui s'est libéré début septembre. Et là, je fais, ah ouais. Je regarde à nouveau le ciel, je fais, vous êtes motivé, hein? Vous voulez vraiment que je reste? Je m'en fous, je ne resterai pas, mais j'irai. Voilà, vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas essayé, j'irai. Et, et en août, fin août, je pars à Rio. Donc, voilà, Rio, la destination de rêve, et je confirme, c'est magnifique, sauf que là, je m'effondre. Mais vraiment, c'est juste l'horreur. Voilà, je dis à ma mère, écoute, on arrête les blagues. Tu vois, j'ai tenu bon jusque-là, maintenant, ça suffit, reviens, quoi. Et je pensais vraiment que ma mère pouvait revenir. C'est ça qui est dingue, c'est qu'au moment où je lui dis la souffrance, elle est plus possible. À ce niveau-là, c'est pas du tout ce que j'avais envisagé. Euh, donc reviens, on arrête tout, c'est pas grave, c'est bon. Mmh. Et j'y crois à fond. Et d'un seul coup, il y a un déclic dans ma tête et je comprends que ça n'arrivera jamais et que c'est fini. Et c'est terrible. Et le lendemain, je sors avec des collègues. Et elles vont dans une boutique, je les attends sur le trottoir parce que je m'en fous du shopping, je m'en fous de tout. Et le ciel m'appelle et je regarde le ciel. Et là, il se passe un truc incroyable, c'est que je sors de mon corps.
il y avait ces couleurs qui étaient pastel, qui étaient très douces, rassurantes, enveloppantes dans le ciel, et cette luminosité incroyable et cette musique que j'entendais qui était angélique. Et je m'élève et je m'élève et je me sens tellement bien parce qu'en sortant de mon corps, j'ai plus de douleur physique, j'ai plus ce poignard dans le cœur constamment. J'ai plus mal nulle part, j'ai plus de douleur psychologique, émotionnelle, j'ai plus rien. Je suis super bien et là, waouh, génial. Je cherche pas du tout à comprendre ce qui se passe, je profite de l'instant. Mmh. Et tout de suite, enfin très rapidement, c'est hey Barbara, Barbara, et pouf, je retombe. Et là, je suis dans la rue à Rio et qu'est-ce qui se passe? Et c'est klaxon, c'est très bruyant, il faut le savoir. Waouh! Et la collègue me dit, hey, elle essaye de choper mon regard. Elle fait, mais t'étais où là? Et je fais, ah, j'étais bien. Et, euh, et elle me fait, non, 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 mais j'ai regardé tes yeux. Je suis sortie de la boutique et tes yeux n'étaient plus les mêmes. Elle fait, c'était plus toi, t'étais plus là. Et elle avait raison. Et en fait, c'est elle qui m'a fait redescendre. Et il faut savoir que cette collègue antillaise, dans sa famille, ils sont très croyants, ils sont en contact avec les esprits, les guides depuis toujours. Donc, je crois qu'elle savait ce qui se passait et sans connaître mon histoire personnelle. Et ben, j'ai l'impression que nos âmes avaient rendez-vous à ce moment-là de nos vies pour pas que je m'en aille parce que j'avais encore des choses à faire ici. C'était incroyable. Ouais. Oui, parce que c'est à t'écouter, ça sonnait la fin, pour le coup. Ah Là, tu étais oui, non mais vraiment moi j'étais partie, hein. Et à ceux qui se demandent, mais Efrimous, tu parles, mais Efrimous, mmh, j'étais dans un état de souffrance et de déséquilibre intérieur qui était tel que j'avais tout prévu. Je m'étais dit, Frimousse va aller chez mon amie Jen, qui va la chouchouter. Elle adore les chats, elle n'en a pas, elle sera bien. Tout était prévu pour moi, c'était réglé. Bon, bah, la vie en a décidé autrement. Elle avait d'autres projets bien plus grands que ce que j'aurais pu imaginer. et je trouve ça d'autant beau et puissant, ce message dans ton livre, il m'a beaucoup ébranlé, que je me rends compte, en discutant avec des amis proches, qu'on est très, très nombreux à avoir une phase de vie où on n'en pouvait plus. On voulait partir, en fait, ou être walking, comme disent certains, pour ne pas gaspiller notre corps. Mais il y a, ouais, il y a quand même quelque chose d'assez tabou autour de ça et qu'on est très, très nombreux à avoir vécu. Cette usure telle qu'on a envie d'être soulagé des souffrances terrestres et de partir. Et et c'est un mécanisme presque naturel et d'ailleurs, c'est souvent dans cette gravité, je pense, que quelque chose vient nous sauver quand c'est pas notre heure. Quelque chose qui peut même changer toute notre vie, en fait. Ouais, puis j'ai l'impression, tu sais, que... Alors, j'ai lu pas mal de bouquins, beaucoup d'ailleurs. Je pense que le propriétaire de la FNAC, il a acheté sa résidence secondaire, la première, grâce à moi, ça c'est clair. Mais j'ai l'impression que l'incarnation humaine, c'est ce qu'il y a de Mmh, plus difficile parce qu'il y a déjà le poids du corps avec toutes ces souffrances par moment et, et puis le monde dans lequel on est quand même. mmh, C'est pesant. C'est pesant. Bon, actuellement, avec tout ce qui se passe, bah, ce poids, il n'est pas que physique, hein, il est aussi psychologique. Et c'est quand même un choix hyper courageux pour une âme d'être venue s'incarner dans ce monde-là, à cette époque-là. Il y a des époques où les âmes ont fait des choix très précis pour aider l'humanité à grandir. Donc, si on est là, c'est pour honorer ce choix. Après, si on ne tient pas le coup, il ne faut pas être dans le jugement. Quelqu'un qui décide de partir, même si c'est vraiment pas quelque chose que j'encourage, hein, soyons ouais, clairs. Je suis définitivement pour la vie, mais je ne juge pas les gens qui n'en peuvent plus et qui partent parce que parfois partir est aussi un choix courageux. mmh, Il faut l'entendre. Euh, c'est comme ça. Voilà. Notre âme a vécu tellement de choses dans des vies antérieures, on n'en a pas forcément souvenir. On reconnecte de temps en temps d'anciennes vies parce qu'on a une familiarité avec un lieu, une familiarité avec quelqu'un qu'on retrouve du coup. mmh, C'est pas juste une rencontre.
OK, voilà, mais on se trimballe beaucoup, beaucoup de choses qui, au niveau karmique, ont peut-être pas été réglées et qui donnent encore un poids supplémentaire à cette vie et c'est pas facile et en fait, on passe notre incarnation humaine à, se défaire de ces pelures d'oignons. On enlève, au fur et à mesure qu'on apprend à aller vers soi, qu'on apprend à se connaître, on enlève des choses qui n'ont plus besoin de nous accompagner au quotidien parce qu'on les a on les a vues, on les a reconnues, on les a remerciées, honorées parce que ces choses-là étaient utiles dans cette incarnation. C'est grâce à ces moments de vie antérieurs ou présentes, dans le passé de la famille, voilà. Ce sont ces moments de vie qui nous constituent aujourd'hui, qui nous permettent de nous élever. Donc il ne faut jamais être dans le remords, dans le regret, dans le jugement. On fait ce qu'on peut et du moment qu'on le fait avec tout son cœur, bah, je trouve que c'est déjà énorme et on participe avec notre lumière à élever des vibrations qui en ont profondément besoin aujourd'hui et c'est vraiment pas évident et par rapport à l'être humain, ouais, c'est quel choix quoi de venir ici. Honorez-vous tous, prenez conscience de votre importance en tant qu'être humain. C'est merveilleux ce que vous faites tous. Mmh. À une époque, il y a longtemps, je me disais: «Oui, mais il y a des gens qui ont une vie, banale, petite maison, petite famille, petit boulot», pour moi, il y avait zéro envergure. J'étais à fond dans le jugement les concernant. Je me disais: «Mais ils s'ouvrent pas à la spiritualité, ils n'ont rien compris à la vie» et puis j'ai lu un bouquin et c'était des canalisations de guides et ce guide disait, parfois, tu vas trouver injuste que quelqu'un ait une vie simple, sans problème, comme toi tu rencontres. Heu, Tu vas te dire: «Mais ils n'ont rien compris à la vie». Moi, j'étais là: «Mince, mais il est écrit pour moi ce bouquin, il me parle». Tu sais, les connexions que tu as parfois avec des écrits, c'est troublant, quoi et en fait, le guide expliquait que qui es-tu pour juger l'autre? Tu ne sais pas ce qu'il a vécu auparavant. Dans une autre vie, il a peut-être vécu l'enfer sur terre et là, il s'est juste réincarné pour profiter, pour savoir ce que c'est que d'avoir un moment de repos sur cette terre et juste pour rayonner son bonheur. Et là, je me suis dit: «Mais ouais, mais évidemment, je n'avais pas compris, en fait». Donc maintenant, quand je les vois, bah, je me dis: «Oh, la vache, ils ont dû en baver avant». Et je suis contente pour eux, parce que je me dis que tout s'équilibre. Ah oui, non, c'est exactement et j'ai envie de te poser la question, ton livre est-il, bah, tu l'as écrit de manière inspirée, ça Ah ouais. tu as ressenti l'appel très fort: «Je dois écrire ça». Aujourd'hui, comment tu le ressens finalement? Quel est le message qu'il véhicule ou les messages? Quelle était finalement cette finalité de tes guides, de ton âme divine qui t'ont demandé d'écrire ce livre? Comment tu le perçois? Il faut savoir que quand, le message est arrivé: «Écris un livre», j'ai dit: «OK, mais il va falloir m'aider, parce Mmh. que j'ai jamais écrit et de quoi vous voulez qu'on parle? Au-delà de la mort de ma mère». Et là, ils m'ont dit: «On va parler de la force du mental sur le corps, Mmh. de tout ce qu'il fait des émotions non traitées qui créent des symptômes et ensuite des maladies». Parce que si on n'entend pas l'émotion, elle se traduit en symptômes et si on veut toujours pas l'entendre, elle se traduit en maladie. Un truc tout simple, hein, Noël approche, mon anniversaire aussi, ma maman n'est pas là, même si ça va mieux, que je m'habitue à son absence, ben, ça me rend triste, je suis enrhumée. Mmh. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les poumons, toute la sphère ORL, c'est le Tristesse. chagrin. Donc oui, la tristesse, exactement. Donc je suis enrhumée, je dis: «Ben, ne m'en veuillez pas, quoi, je fais ce que je peux en tant qu'être humain, mon cœur bat, c'est plutôt une bonne nouvelle, il exprime une émotion, je gère». Voilà, je gère comme je peux, mais Mmh. je ne suis pas au fond du lit avec une pneumonie. Mmh. Et donc je parle de ça, je parle de l'accompagnement pour, les personnes en fin de vie, je parle de tout ce qui se passe au moment où la personne qu'on aime meurt et tout ce qu'on ressent, par rapport au deuil. J'explique au lecteur, en fait, que cette culpabilité qui nous ronge,
parce qu'on se dit: «Mince, j'aurais peut-être pu faire mieux, être une meilleure fille, un meilleur fils, un meilleur parent, que sais-je?» ou en tout cas dire, «J'aurais pu l'aimer plus et puis j'aurais peut-être pu éviter ça» et puis ça, c'est la culpabilité normale. Mais en même temps, il y a cette culpabilité, qui dit aussi et elle est pour moi, elle m'a paru monstrueuse. Mais c'était important pour moi de la partager, c'était de dire: «Je suis soulagée que maman soit morte Mmh. parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de gérer cette situation qui était intenable et j'en pouvais plus de la voir souffrir et d'être impuissante» et heu et en fait, après, j'avais ce soulagement d'être libre et je culpabilisais à fond. Et ça, je voulais le partager avec les lecteurs parce que la mort, c'est un sujet qui est vraiment tabou en Occident. Grâce à mes voyages en Asie, heu, tout ce qui est oriental honore la mort. Mmh. C'est beau, c'est même joyeux parfois. Hem, je suis allée au Mexique plusieurs fois. Pour le coup, là, hop, je change de continent et ce pays est incroyable. La fête des morts, elle est belle. On les honore et on les aime et c'est ça, quoi. On est dans le partage avec eux, on sait qu'ils sont là, on mange avec eux et c'est super et ouais, je partage ça, je partage, beaucoup de choses, en fait, qui vont dans l'intimité de chacun parce que j'ai plus de facilité pour en parler, c'est mon tempérament, je suis comme ça. Mais il y a plein de gens qui n'osent pas parler de tout ça, du fait, d'arriver à se reconstruire après avec toutes les difficultés que ça engendre, parce que c'est pas simple de se reconstruire. Le monde dans lequel on est après la mort de quelqu'un, c'est un monde qui est complètement différent. Heu, je l'ai ressenti physiquement ça, c'était incroyable. Les couleurs n'étaient plus les mêmes, les sons n'étaient plus les mêmes. C'était un autre monde. J'évolue dans un monde dans lequel ma mère n'est pas. OK. Physiquement, j'entends, hein, parce qu'elle est très, très présente autrement, mais tu vois? Et c'est voilà, j'explique aux gens que on a toujours cette lumière intérieure. Notre cœur, qui pour moi est le siège de notre âme, nous guide Mmh. chaque jour avec une bienveillance d'une douceur infinie et il suffit juste de suivre ce qu'il nous montre. Moi, vraiment, j'étais en pilotage automatique pour me reconstruire. Il y avait des signes partout et je sortais du métro à Montparnasse, il y avait marqué, «Travaux en cours, préparez-vous pour un nouveau départ». C'était dingue, j'y croyais plus. Je voyais toujours ce portail qui m'était offert et j'y croyais plus et pourtant la vie avait d'autres projets pour moi et c'est ça que je veux partager aussi, c'est qu'une épreuve telle que la mort, on peut en parler, simplement, avec beaucoup d'amour, beaucoup de fluidité. Il y a pas de tabou à avoir. La mort, c'est un passage. Ça n'arrête rien, dans le rapport avec l'autre. L'autre continuera à être là d'une façon ou d'une autre, même si on n'en a pas conscience. Donc l'autre veille sur nous, il nous protège, il nous aime d'une façon qui est tellement plus belle, tellement pure. Hem, c'est un peu comme si tous les défauts que l'être humain qu'il était disparaissent parce qu'en fait, quand on retourne là-haut, l'âme, il y a un super bouquin que je conseille qui s'appelle Souvenirs de l'au-delà de Michael Newton. Cet hypnothérapeute avec ses patients, avec leur accord, a refait le trajet de l'âme qui sort du corps après la mort et qui remonte et qui donc dit: «Ah mince, j'ai vécu tout ça. OK, bon ben là j'ai réussi à faire ça, super, c'était prévu. Ah là mince, j'ai pas Mmh. réussi». Et on n'est pas dans le jugement à ce moment-là, dans ce voyage-là. Il y a zéro jugement, c'est: «OK, c'est pas grave, tu as essayé. Est-ce que tu veux réessayer dans une prochaine incarnation? Ah ouais, peut-être» et là, bing, l'âme se réincarne et c'est reparti pour un tour pour expérimenter des choses. Alors nous, en tant qu'êtres humains, on le vit comme des épreuves et c'est normal, on raisonne avec le mental, mais si on peut prendre un peu de hauteur en tant qu'âme, on comprend que chaque épreuve est une expérience qu'on a choisi de vivre pour comprendre quelque chose sur nous, pour enlever, hop, une pelure d'oignon qui sert plus à rien et pour, s'alléger à chaque fois du fardeau, de ce poids
et s'alléger et monter en vibration. Et c'est ça, c'est tout ça que j'explique dans le livre. Et c'était important de mettre un récit très humain, parce que je suis quelqu'un de tout ce qu'il y a de plus banal. Je suis une femme, j'ai un métier, j'ai mes amis. Bon, maintenant, voilà, il se trouve que j'ai écrit un livre. Mais le but de ce livre, c'est d'aller toucher le cœur du lecteur pour lui dire, essaye de voir la beauté qui est en toi. Parce que tu es beau, tu rayonnes. Même si toi, tu ne le vois pas, les autres le voient et le ressentent surtout. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau énergétique. Et redonner cet élan de vie, cet espoir. Une épreuve n'est pas là par hasard. C'est un tsunami qu'on se prend en pleine face. Et puis on tombe, on pleure, on a mal, on est blessé. Mais ça sert à quoi? Ça sert à se dire, je suis pas mort. Mmh. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, je prends le temps, mais je me relève. À Mmh. mon rythme. Il n'y a pas de rythme. Il y a des gens qui vont faire leur deuil plus ou moins vite. Mais je me relève. Et en fait, ben, si j'accepte d'ouvrir mon cœur, cette expérience ouvre sur quelque chose, un nouveau possible qui est très lumineux. Et donc le livre est là pour montrer ça, pour aussi mettre du baume sur le cœur, un baume apaisant, réconfortant, qui fait du bien, comme un doudou, tu sais, dont on a besoin. Et pour ensuite faire que cette plaie qui était peut-être encore purulente, bah, se nettoie et ensuite qu'elle soit propre et qu'elle commence à guérir à son rythme. Le livre, il est là pour ça. Et j'ai envie de rajouter, accéder à encore plus, justement d'amour de soi. C'est ça, comme tu le dis. Parce que quelque part, la mort de ta maman, t'a permis également de te trouver en totalité, C'est finalement. ça. Elle m'a fait le cadeau, en partant, elle m'a fait le cadeau de me dire, vas-y ma fille, éclate-toi, sois toi-même. Et moi, j'étais, waouh! Et j'ai trouvé ça vertigineux quand j'ai recommencé à être dans cette vie. Et j'étais là, mais tout est possible. Qu'est-ce Mmh. que je choisis en fait? Et bon, il fallait vraiment que j'écrive le livre, hein. Ça, je peux te dire qu'il n'y a Ouais. pas eu beaucoup de temps mort. C'était là. Et je me souviens que j'étais sur l'ordinateur et les moments les plus douloureux, je pleurais à chaudes larmes. C'était récent et je pense que si je devais le réécrire aujourd'hui, je pleurerais tout autant. Et je pleurais, je me disais, je regardais le ciel qui était face à moi, je disais, ah, vous pourriez au moins inventer un truc avec des essuie-glaces parce que là, c'est pas facile quand même ce que vous faites. Et il y a des moments, j'écrivais, je me rendais même pas compte de ce que j'écrivais, ça sortait tout seul. Ce livre, il a vraiment été, j'ai été accompagnée, je sais pas combien de mains ont pianoté sur l'ordinateur, mais je peux te dire qu'il y avait du monde. Et, mais par contre, je sais que c'est moi qui l'ai écrit parce que c'est mon histoire. Mmh. Et c'était, je l'ai écrit avec mon cœur pour que ça parle au cœur des gens. C'était ça. Eh bien, ça marche très bien, je peux te le dire. Je l'ai dévoré, rapidement et j'ai partagé avec toi vraiment ton parcours parce qu'il fait écho déjà, c'est écrit de manière tellement authentique qu'on ne peut que ressentir ce que tu as vécu. Mais en plus, cette authenticité de cœur fait que ça touche automatiquement notre cœur et qu'on y voit des parallèles avec ce qu'on traverse forcément. Le processus est le même finalement à chaque fois qu'on perd quelque chose qui nous est cher et je pense que ça nous oblige, à nous rendre compte que sans ce que nous croyons être essentiel, bah, nous sommes toujours, comme tu le dis et c'est un vrai chemin de liberté et ça tu en parles délicieusement bien. Écoute, ça me semble, complet ce que nous avons échangé. J'ai envie de te demander, qu'est-ce que au-delà de ça, en tant qu'être humain, qu'est-ce que tu as envie de partager, de dire aux personnes qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu auras envie de faire passer comme message de cœur à cœur? De cœur à cœur, j'ai envie de leur dire. Alors, pour ceux qui ont déjà lu le livre et ceux qui le liront, je veux juste vous dire du plus profond de mon cœur un merci qui est immense parce que ce livre soit reçu de cette façon, c'est ce que j'espérais dans un rêve. Le rêve est devenu réalité
et je m'aperçois que ça donnait un sens et ça donne un sens au départ de ma maman Mmh. et vous y contribuez tous, mais vraiment tous et ça, c'est pour moi, c'est une façon magnifique, intimement de l'honorer et de continuer à montrer à tout le monde à quel point je l'aime et je veux vous dire de cœur à cœur que qu'on est tellement aidé et aimé et qu'on le voit pas forcément, hein, au quotidien, mais on n'est jamais seul et c'est ce qu'on m'a dit, même dans les moments les plus noirs, on m'envoyait des messages pour me dire que j'étais pas seule et moi je renvoyais bouler tout ce que je recevais parce que je souffrais, mais on n'est pas seul, on est vraiment aimé. Prenez soin de vous évidemment, comme une maman le ferait. Alors prendre soin de soi, c'est pas juste, à un moment donné, se poser avec un bouquin et un mug de thé. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Prendre soin de soi, c'est dès le matin se dire, «OK, la journée va peut-être être un peu compliquée, voire très compliquée. Aidez-moi quoi, mes guides, mes défunts, aidez-moi, accompagnez-moi, ce sera peut-être un peu plus funky comme ça sera plus sympa et puis de temps en temps, vous m'enverrez des petits messages lumineux qui me feront du bien» et vous allez voir que la vie vous entend. Il y a de la magie dans la vie, elle est vraiment là et c'est une chance inouïe de le recevoir, de le ressentir. Vous prenez pas la tête pour ça. Soyez juste, l'enfant que vous étiez et ça va marcher. Vraiment, croyez en vous, n'attendez rien et recevez tout. C'est comme ça que ça fonctionne et surtout, honorez-vous. Comprenez que la situation actuelle est inédite. Elle est d'une violence, inouïe. Et j'ai vraiment une pensée, très émue pour bon nombre d'entre vous qui, voilà, qui perdez tellement de choses en ce moment. Mais sachez que vous ne vous perdez pas. Honorez-vous. Regardez à quel point vous êtes courageux jusqu'ici. Que même dans la difficulté, dans la détresse, oui, vous avez le droit de crier, de pleurer, bien sûr, d'être en colère, mais au fond de vous, aimez-vous. Voyez que vous êtes fort, vous êtes toujours en vie. Et tant que le cœur bat, c'est un cœur qui est capable d'aimer et de s'aimer soi. Et, et prenez soin de votre corps aussi. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai réussi enfin à comprendre, à intégrer récemment, c'est que certes, l'âme a un côté... l'âme est divine. Qu'on l'appelle la source, l'univers, Dieu, peu importe, quelles que soient vos croyances, l'âme, oui, elle est divine. On est, on est tous un morceau d'étoile, un morceau de lumière. Et dans l'ADN humain, on partage la même chose qu'une étoile. C'est ça qui est magnifique. Il y en a beaucoup qui le savent déjà, mais j'aime bien penser à ça parce que ça fait du bien. Se dire qu'on est tellement plus grand que ce que ce corps nous montre. Alors prenez soin de votre corps parce qu'en fait, votre corps, il est tout aussi divin. On s'émerveille devant la nature, devant la perfection d'une fleur. Toi qui parles si bien des plantes, Eric, et des animaux, moi, tu m'as fait découvrir les poissons comme jamais et j'hallucine complètement et je me dis, mais c'est incroyable de perfection. Eh bien oui, mais l'être humain, c'est la perfection. C'est cette nature divine, elle est dans nos cellules aussi. Et si vous pouvez juste visualiser vos cellules, moi je m'amuse à faire ça. C'est très enfantin comme approche, mais ça marche. Essayez de, voilà, de visualiser vos cellules, de regarder à l'intérieur le petit brin d'ADN. Et puis, ben, vous dites, aujourd'hui, on va te nettoyer. Et ça va se dupliquer pour toutes les cellules. On te nettoie. Et maintenant, tu es tout propre. Alors, qu'est-ce que j'y mets? Ah ouais, moi, j'y mets beaucoup de lumière divine. J'y mets des tonnes et des tonnes d'amour que je visualise avec des petits cœurs rouges. Voilà. Et puis après, et puis je mets de la spiritualité et je mets des rires, de la bonne humeur, de la bonne santé, des belles rencontres d'âme à âme. Euh, J'y mets de la joie, j'y mets toujours plus de connaissances parce que j'aime découvrir de nouvelles choses. Et une fois que j'ai fait le tour de tout ce que je veux y mettre, je dis à ma cellule et à mon brin d'ADN, super, bah maintenant à vous de jouer, je vous fais confiance. Et c'est là qu'on prend conscience que le corps est divin. C'est pas juste une machine comme ce que moi je pensais. C'est vraiment quelque chose de précieux qui nous accompagne au quotidien, qui nous permet tellement de choses magnifiques. Notre cœur,
il est divin. Et vraiment, je vous encourage à prendre soin de vous. On parle beaucoup d'une bonne alimentation, de oui, OK, bon là, c'est les fêtes. Autant vous dire que moi, j'ai déjà atomisé un paquet de papillotes au chocolat en l'espace de 15 jours. Je pensais que ça allait me durer un mois. Bon, c'est pas grave, j'ai profité d'une promo, j'en ai un deuxième que j'ai bien entamé déjà, mais faites-vous plaisir parce que ce plaisir-là, il est important aussi. Essayez de, si vous êtes seul physiquement chez vous, comprenez qu'on est tous reliés et qu'on n'est pas seul en réalité, qu'on peut se connecter les uns aux autres. On est presque à l'ère du Verseau. Là, ça y est, ce sera le 21 décembre. On est tous connectés les uns aux autres. Vous n'êtes pas physiquement avec les gens que vous aimez, pourtant, de cœur à cœur, vous êtes avec eux. Ceux qui ont la chance d'être en famille, ben voilà, il n'y a pas beaucoup d'argent cette année parce que pas grand monde ne bosse et puis c'est très dur. Qu'est-ce qui est le plus important? Ce qui est le plus important, c'est que l'être aimé soit à nos côtés. Voilà, c'est tout. Bah ouais, ça sera jambon coquillette. Eh ben, ça sera jambon coquillette. Et si c'est les croquettes du chat, ce sera les croquettes du chat. Mais on s'aime. Et tu sais, pour finir, parce que sinon je peux en parler pendant des heures, quand j'étais petite, donc il y a longtemps, parce que je vais avoir 47 ans, donc pour certains qui nous regardent, eh ben ils n'étaient pas nés. Il y avait une publicité pour des petits Suisses. Et à la fin de la pub, il y avait cette petite fille qui devait avoir 5-6 ans, qui regardait sa mère, qui mangeait son petit Suisse et qui disait: le plus important, c'est l'amour. Et c'est dingue parce que je n'ai jamais oublié cette publicité. Jamais. C'est dingue. Et en fait, elle avait raison. C'est fou, quoi. C'est juste l'amour qui compte. Vous Mmh. adorez les animaux, c'est super. Vous adorez les plantes, et ben c'est top. Vous adorez les livres comme moi. Moi, à Noël, je vais rentrer de vol, je serai toute seule à la maison avec ma petite frimousse. Mais je serai toute seule physiquement, mais il va y avoir du monde autrement. Je suis sûre qu'il y aura tous mes guides, il y aura ma maman, mon grand-père, mais je sais qu'on sera connectés de cœur à cœur, qu'il y a un lien qui est là. Il y a un lien qui se crée avec mes lecteurs aussi. On n'est pas seul, ok? Mmh. Raccrochez-vous à ça. Envoyez vos pensées d'amour aux gens auxquels voilà, aux gens auxquels vous pensez tout simplement, ceux qui vous inspirent aussi. Prenez soin de vous, aimez-vous, honorez-vous et franchement, soyez fiers de vous parce que faut du courage pour être là, hein. Vous êtes super fort, vraiment. Moi, je vous admire beaucoup. Ouais. Donc Au voilà. même titre que au même titre qu'on admire, ton parcours de vie et ce que tu dépeins, c'est on sent que c'est teinté par ton expérience personnelle. Donc j'ai envie de te dire aussi bravo à toi pour cet amour que tu développes, que tu acquiers, la solitude aussi dont tu parles, parce que beaucoup de personnes se sentent seules et ça, c'est important. Et c'est important d'être bien aussi dans cette solitude. On est seul, mais on n'est pas isolé. C'est pas la même chose, en fait. Et, et pour clôturer, j'ai envie de te demander, donc le livre, on peut le trouver sur le site de Trédaniel. Et Oui, on peut le trouver chez l'éditeur, sur Trait Daniel. On peut le trouver sur toutes les plateformes de vente, ok. chez son libraire de quartier, partout. Eh bien, Voilà. c'est super. Donc voilà, j'espère que cette conversation vous donnera envie de découvrir ce livre que j'ai presque envie d'appeler un journal intime parce qu'il a quand même une teinte, on rentre dans une forme d'intimité, tu vois. C'est très, très agréable. Je te remercie infiniment, Barbara, Merci à pour toi, Gary. Merci beaucoup. cette authenticité, enfin ce cœur, quoi, ce partage de cœur. Et moi, je te souhaite que ton parcours de vie continue d'être en pleine expansion de bonheur. Je crois qu'il y a un deuxième bébé qui va prochainement peut-être surgir, qui est en train de planer quelque part. Donc, Il y a plusieurs projets, petit scoop. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit: «Et la suite?» Ah mais je dis: «Ah mais quelle suite?» eh ben oui, la suite. Je suis en train de la vivre, il se passe des choses, je confirme, donc je ne sais pas quand la suite viendra au monde, mais elle est en gestation. Voilà, il se passe des choses et puis je vais me mettre un coup de pied aux fesses parce qu'il faut que ça se passe aussi, donc je l'annonce officiellement. On est en train de réfléchir avec un ami, à faire des podcasts où je vais pouvoir parler des sujets du livre, des podcasts assez courts, maximum 30 minutes, pour, voilà, pour aborder des sujets qui sont pas évidents.
On n'ose pas en parler et pour qu'on puisse après échanger entre nous, pour qu'il y ait un retour de la part des gens qui les écouteront. Ils pourront poser leurs questions, je pourrais faire des petites capsules audio pour leur répondre. Donc voilà, c'est pour les emmener dans cette magie de la vie, parce que Barbara l'a fait, c'est un pseudo, mais je l'ai gardé parce que c'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette vie. J'essaye de montrer cette petite, tous Mmh. ces petits scintillements. Et pour vous dire, regardez la magie de la vie. Donc les podcasts, ils vont arriver pour ça. Ça aussi, c'est en gestation, mais l'accouchement est imminent. Je vous tiendrai au courant. Donc voilà. Et puis encore plein, plein d'autres choses, mais ça, c'est encore trop lointain. De toute façon, on peut suivre tes actualités, sur ta page Facebook, du coup, sur ta Oui. page Barbara Lafay officielle, Ouais, tiret officiel. tiret Exact. officielle. Je vais le Et pour les noter gens sous qui le me vidéo. contactent, sachez que je prends le temps de répondre. Vraiment. D'accord. Bah, du coup, si tu veux, on mettra ton adresse mail? Ou, non, Oui, directement oui, ou sur, même mon adresse mail, on peut, bien sûr. Oui, c'est oui. comme tu le souhaites. Mais en tout Oui, cas, oui, je Facebook, oui. l'ai mise aussi sur la page, donc il n'y a pas de D'accord. souci, bien sûr. Bon, bah, super. Et ben, merci infiniment. Merci Merci à pour toi. Que de la lumière, je sais pas vous, moi je vois que de la lumière là sur l'écran. Depuis tout à l'heure, je suis un peu comme ça, parce qu'il y a un truc là qui se diffuse. J'ai envie de te remercier toi, de remercier aussi toute ton équipe invisible, parce qu'on les ouais. ressent fortement. Et sur cette thématique un peu sensible, je trouve que c'est très fort. Et ça transparaît à travers l'écran que même dans cette pièce, tu n'es pas seul. Il y a plein de beaux mondes autour de toi et ça fait chaud au cœur. Voilà. Donc merci à toi et merci à toute ta famille. Merci. Et merci à tous ceux qui ont partagé ce moment avec nous, qui nous écoutent, qui nous regardent. Et oui, en tout cas, on vous embrasse fort et à Ouais. très bientôt pour des news. Je vous dis aloha. Aloha, je peux le dire avec toi. Aloha. Dis ça avec moi, aloha. C'est Dorine Virtue qui le disait et vu qu'elle n'est plus dans la même vibe, j'ai eu envie de garder ce truc parce que ça correspond à ce que j'apprécie beaucoup de cette femme, en fait, jadis. Donc, aloha et merci beaucoup. Bisous, Barbara. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.